Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle interview de Studio JM Productions en association avec Konata Nikoyama où vous pouvez retrouver cette interview en version écrite. Donc du coup aujourd'hui nous sommes à Japan Expo et nous sommes en présence de Tokyo Nojo. Enchanté. Enchanté également. Tu es vidéaste sur YouTube. Oui. Et dans tes vidéos tu traites principalement un petit peu des différences culturelles franco-japonaises aussi. Justement, je parle de la différence culturelle, souvent en fait mes expériences depuis que je suis en France et tout en tant que japonais. Salut, c'est Tokyo Nojo, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, est-ce que vous êtes otaku? Rappelons-nous que le mot otaku est un terme japonais désignant une personne qui consacre une grande partie de son temps à une activité d'intérieur. Mais en France, ça désigne surtout quelqu'un qui est accro aux jeux vidéo ou aux animés ou aux mangas. On est d'accord, mais quel est le critère pour être otaku exactement? Moi je kiffe Dragon Ball et Cowboy Bebop. On va parler avec la première question qui peut paraître toute simple. Vas-y. Mais comment s'est passée ton arrivée en France? Juste, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué quand tu es arrivé pas pour la première, tu es arrivé pour la première fois? Oui, c'était il y a 7 ans que je suis arrivé en France. En fait, c'est quand j'ai 20 ans. Bon, pourquoi j'ai choisi la France? Parce que j'ai un peu appris le français à l'université. Du coup, c'est une école, c'est une université. Du coup, en fait, c'était pas forcément sérieux une fois par semaine, une ou deux fois par semaine en fait, avec une professeure japonaise. Il n'y avait pas de professeur français en tout cas. Il y a professeur espagnol, tout ça qui enseignait le français. Donc c'est un peu le bordel. Et du coup, j'ai appris là-bas une fois par semaine. En fait, la langue, c'est pas comme le vélo. Donc une fois que tu pratiques pas, tu oublies tout de suite. J'avais envie de venir au moins une fois en France, histoire de découvrir la culture, la culinaire, tout ce qui est fromage, tout ça. Voilà, c'est un peu les trucs clichés. À ce moment-là, c'est juste pour voyager. Après, j'ai commencé à un peu kiffer, pour encore plus apprendre toutes les régions de la France et tout. Parce qu'il n'y a pas que Paris en France, tu vois. Donc voilà, c'est aller en Espagne, aller à Marseille, tout ça, deuxième grande ville, troisième grande ville, voilà, Lille, Toulouse et tout. Et il y avait vraiment la mer, tout ça, la montagne. Donc j'ai découvert plein de choses différentes. Tu as envie de vivre en France, c'est vraiment venu à travers Ouais. ton voyage. Ah, c'est nickel. Comment percevais-tu la France quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu étais aussi, comme tu dis dans tes vidéos, le fameux cliché Amélie Poulain vu par la France Ouais. avec les publicités un petit peu idéalisées? Tu veux dire avant que je vienne en France? Oui, c'est ça, avant que tu viennes en France. Qu'est-ce que je pensais à propos de la France? Absolument. C'est vraiment, j'étais bête, hein, c'est jusqu'à mes 18-19 ans. J'étais déjà parti aux États-Unis, au Canada, 2-3 fois, et en Australie aussi, mais j'ai pas du tout découvert l'Europe, quoi. Du coup, genre, l'Europe, c'est comme, je considère comme un peu comme un pays, tu vois. Donc, comme les Américains qui pensent. Après, la première chose qui arrive dans ma tête, souvent les Japonais pensent que c'est la France qui arrive. La première chose qui arrive, c'est la France. Quand on pense, même aujourd'hui, hein, je pense qu'on pense à l'Europe, souvent c'est la France. En plus, la France, c'est accessible à beaucoup de pays. Tu vois. Autour, il y a l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, vraiment partout, la Suisse et tout. Pour moi, c'est pas le centre d'Europe. Si c'est le centre d'Europe, c'est Hongrie, tout ça, mais genre, pour moi, c'est plus intéressant de découvrir plein de choses en fait autour de la France. Quand je pensais à la France, c'est souvent comme... Je pensais plutôt des gens qui prenaient un café là, sur la terrasse et tout, à côté de la Seine et tout. Ça, c'est une image que j'avais. Cuisine gastronomique. Je savais pas du tout en fait articuler tout ça. Surtout, je pensais les grands plats, les grandes assiettes en fait. Il y a un petit plat minuscule, c'est ce que j'avais dans ma tête. Du coup, ça c'est avant que je vienne en France. Je pensais surtout ça en fait, une image cliché comme beaucoup de Japonais. Ouais, un peu. Au beau autour de la Seine avec deux bouteilles avec les potes. Ouais, c'est ça, c'est ça, surtout maintenant, on achète des trucs à Lidl pas très cher et puis en fait on boit sur le quai de Seine. Ça c'est la vie d'étudiant, soit la vie des jeunes, des ados et tout. Je peux qu'approuver. Je voulais te demander, quand tu es au Japon et que tu vois des connaissances japonaises, tes amis par exemple, quelle est la chose que tu leur dis ou que tu aimerais leur dire pour un petit peu prendre les devants sur un possible syndrome de Paris justement? Ah ouais, c'est difficile, hein, parce que beaucoup de Japonais qui sont rentrés déjà au Japon, même j'ai un pote, il est franco-japonais, il a vécu jusqu'à ses 20 ans au Japon, il est franco-japonais, mais il parle mieux français que japonais parce qu'il était dans une école française. C'est bizarre. Du coup, il parle mieux français que japonais. Pourtant, il est venu en France pour la première fois et il était dégoûté. Du coup, il est parti au bout de 6 mois au Japon définitivement. Du coup, je pense que je peux pas vraiment conseiller 100%, il faut faire ça, ça, ça. Mais il faut pas trop idéaliser en fait avant de venir en France déjà.
Et il faut surtout faire attention à pickpocket, surtout à Paris, dans toutes les grandes villes en France. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle la syndrome de Paris, du coup, en fait, les Japonais, du coup, c'est une sorte de mal de paix, on dit. Peut-être parce qu'en fait, ils pensent toujours au Japon et ils n'ont pas encore découvert ce genre-là. En fait, c'est les bons côtés en France. Donc, peut-être ils restaient que Paris. Peut-être pour ses études, c'est tant pis. Mais genre, pourquoi pas, en week-end, 12 jours, s'ils avaient le temps, de partir un peu dans le nord, Lille, Bretagne. Lille, c'est peut-être, ça dépend, mais Bretagne, un peu côté nature, voilà, les Alpes et tout. C'est de découvrir un petit peu. C'est pour se déstresser, pour découvrir. Il y a quand même des gens sympas partout en France, quoi. Ça veut pas dire que les Parisiens sont tous méchants, mais voilà, il faut un peu plus aérer pour se déstresser, pour voir plein de choses. C'est comme ça pour éviter le syndrome de Paris. Moi, j'avoue que je viens en France, j'étais même quand même à peu près, que je pense toujours au pire. Donc ça va. Après, j'étais en downtown, la cité, comme aux États-Unis, avec mon père. Ah, okay. Quand j'étais petit, il m'a emmené dans ce endroit, c'est là-bas, il y a des gens qui droguaient et tout, comme ça. Donc j'avais déjà ce genre d'image dans ma tête, mais ceux qui restent qu'au Japon, les Japonais, peut-être comme ils étaient tous tranquilles, ils n'avaient pas jamais été pickpocket et tout comme ça. Du coup, il faut, avant de venir en France, il faut quand même voir un peu ce côté-là. Ouais. Il faut imaginer le pire, tout ça. Donc, il faut être prêt. Moins idéalisé, hein, vraiment. Ouais, moins idéalisé. Un maximum moins idéalisé. tout ce qu'il y a. C'est à cause de la média aussi, le Japon. Ouais. Ils montrent que des choses de mon côté et tout, le voyage en France, c'est trop bien et tout. Et c'est aussi valable pour les Français qui idéalisent aussi le Japon, justement. Oui. C'est valable aussi pour les deux cas. Ouais. Après, j'ai pas vraiment entendu que des Français qui ont tellement été dégoûtés du Japon. Ouais. C'est moi, ça existe, mais après, genre, peut-être. Il y a plein de Français qui m'ont dit quand même que les Japonais sont un peu secs et ils sont un peu froids. Genre, dans le sens comme ils sourient et accueillants quand même, mais genre en fait avoir des amis japonais c'est un peu difficile pour les étrangers et même pour les Japonais parce qu'il y avait une petite distance, vous connaissez Tatema et tout ça, donc ouais, c'est un peu se fait des amis au Japon, les vrais potes et tout, c'est un peu difficile. Donc ça, il y a plein de Français qui ont le même problème en fait. Ce genre de choses. Bon, si tu regardes les vidéos, surtout abonnez-vous. Quel conseil aimerais-tu donner aux Français justement qui aimeraient justement habiter ou vivre au Japon, selon toi? Je pense qu'avant d'habiter au Japon, il faut quand même voyager parce que c'est très peut-être d'un coup comme ça habiter. Donc il faut peut-être voyager 2 semaines. Après, il faut choisir en fait, quelle ville, quelle préfecture qui te plaît et tout. Et puis peut-être il faut, avant de venir au Japon, il faut quand même avoir des amis un peu comme peut-être correspondants et tout comme ça, au cas où. Moi, avant que je vienne en France la première fois, au moins j'ai eu 3-4 personnes. Si jamais cette personne qui refuse de dormir chez cette personne, dans ce cas-là, en fait, il y a 2e, 3e, 4e. Comme ça, en fait, je ne serais pas tombé dans je ne serais pas dans la rue, quoi. Au cas où. Il faut avoir quelqu'un, tu peux faire confiance, tu vas, même si peut-être tu n'as pas encore vu, donc je peux faire confiance, mais tu vois, ce genre de personnes, il faut avoir 3-4 personnes qui... C'est ce que je fais avant de venir en fait, dans un pays étranger. C'est déjà un très bon conseil, avoir déjà des racines, entre guillemets, des personnes sur place, justement pour éviter de sortes de situations un peu gênantes. Oui. Après, pour habiter, il y a aussi fait partie un peu de communauté aussi. Par exemple, au Japon, il y a même la communauté française. Donc, si cette personne qui ne sait pas parler japonais, tout à fait, il y a un petit quartier français au Japon, à Paris, à Tokyo et tout. Du coup, c'est assez intéressant de parler, comme ça c'est la langue native. Je conseille aux gens, en fait, si aux Français qui ne savent pas très bien parler japonais et que c'est la première fois, pourquoi pas aller dans un petit bar, soit dans une petite communauté, il y a toujours comme ça. Donc, pour se faire des amis aussi, comment se fait des amis et tout, comme ça. Des amis, des connaissances qui vont être très utiles plus tard également. Oui. Comment perçois-tu les tendances japonaises qui arrivent en Europe, qui émergent en Europe notamment, tout ce qui est manga, animé Ils ne se rendent pas forcément compte que tout ce qui est culturel japonais, il y a un public qui est absolument énorme pour tout ça. Et toi, personnellement, comment tu le vois? Déjà, les mangas que les Français aiment, et les mangas que les Japonais aiment, il y en a
des fois c'est différent, tu vois. Il y a certains mangas que je connaissais pas du tout et que grâce aux Français que j'ai pu savoir. À l'inverse, il y a plein de Français qui connaissent pas certains mangas, mais au Japon c'est super célèbre et tout. Donc ça, je me suis dit, ah c'est marrant que les Français aiment ce genre de humeur, ce genre de blague, ce genre de, voilà, c'est continu, tout ça. Et quand au Japon, il y a certains mangas aussi, c'est, voilà, que ça convient pas peut-être pour les Français, parce que ce genre de blague existe, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant de comparer en fait. Après, cosplayer, au Japon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cosplayers en général, ce genre de convention. Et même, parfois, tu vas en quartier japonais, tout ça, à Paris. Tu viens de Paris, tout ça, Saint-Anne et tout. Et là, parfois, il y a des gens, des Français, ceux qui aiment les mangas et les animés, parfois, ils s'habillent comme Lolita, soit comme les cheveux un peu rouges, bleus. Et des fois, c'est parfois cosplay. C'est rare, mais cosplay. Au Japon, c'est rare, tu vois. Même si ils aiment les mangas, ils ne mettent pas forcément comme ça. Donc c'est assez marrant de savoir. Je sais pas, c'est peut-être la façon d'exprimer et tout. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais... Je n'ai pas très bien conclu, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, au contraire, ouais, clairement, Ouais. ça se serait. Ouais, t'inquiète. Ok. Donc il y a une différence. Clairement, entrer dans la partie vidéo, justement, Ouais. petite discussion entre vidéastes. Selon toi, quelle est la qualité indispensable pour une bonne vidéo YouTube, justement? Que c'est le montage, le sujet ou d'autres points qui, selon toi, est très important pour que ça plaise aux spectateurs et que la vidéo soit à la fois pertinente et intéressante? Déjà, le son, c'est très très important. Je pense même que c'est plus important que l'image. Par exemple, en ce moment, c'est un TikTok, c'est la tendance. Ouais, c'est vrai. Et genre, la durée moyenne de TikTok, par exemple, c'est 3 secondes, 4 secondes et tout. C'est-à-dire les gens qui se concentrent moins sur quelque chose, et peut-être autre, ils prennent la décision très rapidement pour passer et pour prendre la décision comme ça. Du coup, l'important, c'est que comment faire attirer les gens au bout de 3-4 secondes, quoi. C'est comme, il y a un pote qui travaille des RH qui disait que comme on se voit, la première fois qu'on se voit, inconsciemment les gens distinguent si cette personne est bien ou mauvaise. C'est au bout de 10 secondes, je crois. Ouais. Du coup, c'est un peu comme ça, comment je peux montrer que en fait, c'est continu avec la vignette, la miniature, faire attirer l'attention de cette personne. Et après, l'image, bien sûr, il faut utiliser la bonne caméra. Mais pour faire un YouTube, par exemple, qu'est-ce qui est important dans le YouTube, ce n'est que mon point de vue. Mais genre, il faut que ça touche tout le monde. Parce que tout le monde aime bien le Japon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment le Japon, n'importe quel âge, n'importe quelle tranche d'âge. Et il faut que ce soit un peu l'originalité dedans. Du coup, c'est pour ça que peut-être ma vidéo a marché plus ou moins, même si je ne sors pas beaucoup de vidéos, genre 1 ou 2 vidéos par mois. Par exemple, j'ai un pote qui est très fort de shogi. Il était, je crois, championnat de l'Europe il y a longtemps, un truc comme ça. Et s'il parle de shogi, pour moi c'est très très intéressant. Shogi c'est comme échec, tu vois. Mais genre, qui veut regarder cette vidéo? J'ai dit à lui, genre en fait, non mais c'est intéressant, mais genre en fait je pense pas que ce soit tout le monde, je pense tous les gens là ici en fait qui aiment ce genre de vidéo. Même si c'est intéressant et c'est très intelligent tout ça, les gens ne regardent pas. Donc c'est ça la chose plus importante, difficile, on peut dire. C'est vrai que c'est un défi aussi pour nous en tant que vidéastes aussi, Ouais. créer le bon filon. Donc on a vraiment une importance avec la miniature pour Ouais. attirer l'œil, le bon titre. Ouais, c'est ça. Et aussi que ce soit pertinent et intéressant pour les gens. Parce que ça le voit quand tu es dans tes vidéos. Bah, c'est à la fois pertinent, intéressant, et aussi un côté très humoristique quand tu interprètes tes personnages ou la pure française. Ah non, mais tu vois, c'est. Ah, tu parles de Kevin? Mais non, je l'aime beaucoup, mais c'est toi que j'aime. Mais quoi? Attends, tu l'aimes beaucoup, mais moi? Juste, tu m'aimes? Mais attends, c'est pas possible! Attends, tu te fous de moi? Eh mais calme-toi, wesh! Je sais pas, j'ai commencé à m'habituer de porter un perruque et j'ai peut-être 3-5 personnes dans ma tête qui rend chacun ses regards. Non, je suis là. Alors, On doit avoir Oui. plusieurs personnes dans la tête, après tout. Oui. J'aime bien jouer. J'étais à l'école de théâtre. D'accord. Ah, t'as fait une école de théâtre du coup. J'étais en même temps au lycée, à l'école de théâtre. D'accord. De 16 ans jusqu'à 19 ans. Ouais. Puis le lycée, t'avais envie d'essayer un petit peu tout ce qui est actoring, théâtre, ou c'était par pure curiosité? Juste par curiosité. D'accord. J'aime bien, voilà, un peu jouer aussi.
une blague et tout. Voilà, je suis timide, hein, donc en fait, j'oublie souvent en fait, les paroles et tout dans le théâtre. Je fais souvent l'improviste. Est-ce que tu as des marques de prédilection en termes d'audio-vidéo ou ce genre de choses, l'aspect technique, par exemple pour une bonne caméra ou un bon micro? Ah, j'utilise Canon OSR. Et soit j'utilise aussi Sony A7 III avec un objectif de 75, 28-75. Après, j'ai pas vraiment fait attention à la caméra, c'est juste en fait, je trouve que l'image est jolie, ça me convient l'image. Beaucoup de youtubeurs utilisent le mix GH5 et tout. Après, je veux bien que ce soit un peu plus original en qualité d'image, donc j'ai choisi ça. Et surtout, je fais attention à la lumière. Avant, j'étais cramé, je m'en foutais. En plus, là où j'habitais, en fait, il y avait le volet était cassé, donc je ne pouvais pas bien utiliser la lumière parce que ça change vraiment la lumière. Et maintenant, ça régulé, donc je mets les lumières comme ça, et, avec un ring light. Parfait. Un peu comme youtubeur monté, mais il y avait souvent un problème sur le Premiere Pro. Même la lumière, quand tu m'as parlé de la lumière où c'est cramé, ça me rappelle les premières années de Studio GM Production. Le court métrage, on voyait rien, et accessoirement on n'entendait rien. Oui. 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 Non mais ça arrive, on peut pas vraiment maîtriser. Parfait. Regardez les premières vidéos de GM. Non, en fait, le faites pas. En fait, faites comme vous voulez. Donc, quels sont le ou les clichés français et ou japonais que tu aimerais faire disparaître? Il y a des Français, il y a certains Français qui croient que les Japonais parlent un peu fort, un peu comme avec un accent, je sais pas, samouraï, je sais pas s'ils ont regardé des trucs. Genre, watashi wa, non, soshite itadakitai. C'est un peu comme ça, genre, avec un. Ça, c'est rare. Je vois dans les séries samouraï et tout, je remarque cet accent, mais en général, on voit pas vraiment. Après, aucun japonais parle comme ça avec un accent de nos jours. Donc, ça, je veux bien que ça disparaisse. Je pense à propos de tatouages. Ah, les tatouages, oui. Dans onsen et tout. Ah oui, dans les onsen. Il y a des Français qui pensent qu'en fait, quand on a un tatouageur, ça démontre que c'est yakuza direct. Ah. Mais non, c'est pas possible parce qu'il y a certains Japonais, c'est rare quand même, en fait, qui ont un tatouage. Tout petit pas de tatouage ici, ou soit en fait, chuni, voilà, c'est la jambe et tout. Ça, c'est personne pense que yakuza, tu vois. Oui. C'est yakuza en général, il met des tatouages ici, comme ça, un peu comme le rond, et ensuite derrière, tu vois. D'accord. Soit c'est carte, soit dragon. Okay. Il y a des enseignes qui refusent complètement les gens qui ont des tatouages et tout, mais certains, normalement, tu ne déclares pas, tu n'es pas obligé de déclarer. Bah, des fois ça passe, des fois ça passe pas, je ne peux pas dire complètement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, genre en fait, moi j'ai un petit tatouage sur mon petit bras, ou soit en fait mon chenille, donc je peux jamais aller en scène, mais si. Quand même beaucoup d'enseignes qui acceptent, et même, voilà, des enseignes locales. Si j'avais un tatouage, vous n'êtes pas un yakuza, rassurez-vous. Non, t'inquiète pas. Donc du coup, on va enchaîner avec la petite dernière question. Oui, vas-y. Quels sont les messages que tu aimerais faire passer au travers de tes vidéos, que ce soit pour faire évoluer les mentalités, leur faire une découverte culturelle du Japon? Après, genre, avec mes vidéos, il y a plein d'ironie sans se cacher. Plein de blagues un peu limites et tout. Après, j'ai un peu peur que les gens qui prennent mal. Après, mes tranches d'âge, en général, c'est à partir de 22 ans jusqu'à 40 ans. Ça, c'est vraiment la grosse majorité, 40%, non, plus 50%. Et ensuite, c'est 40 ans jusqu'à 50 ans. Et ensuite, à la fin, c'est le moins de 18 ans et tout. C'est même pas 10%. Donc, peut-être des fois, je parle des choses, des gros mots et tout. Et donc, ne sois pas choqué parce que... ça veut pas dire que tous les Japonais disent ça, bien sûr. Mais genre... c'est quand même, des fois je critique un peu avec l'humour, mais ne le prennent pas très mal. Donc ça c'est ce que je voulais dire. Comment est venue ta passion et ton envie de parler des différences culturelles entre la France et le Japon à travers des vidéos YouTube? J'ai commencé à faire du YouTube, par exemple, je crois que c'était il y a 4 ans. Il y a 3 ans et 4 ans que j'ai commencé à faire YouTube. Au début, je voulais juste parler. Je crois qu'en fait, à ce moment-là, il y avait peut-être remarque raciste, un truc comme ça. Du coup, je voulais plutôt me déstresser
à ce moment-là. Et puis maintenant c'est moins en moins, mais il y a des certains Français qui mettent dans le même panier des Japonais, des Chinois et des Coréens et tout. Donc je voulais plutôt faire différencier, voilà, faire la différence des gens, notre culture japonaise, chinoise, tout ça. Donc c'est pour ça j'ai commencé à faire des faire des vidéos sur YouTube pour dire que voilà, les Asiatiques ne sont pas tous pareils et tout. Je crois que c'est le début. Et puis, au début, en fait, je ne pensais pas que ça marcherait comme ça. Hein. Je n'ai pas fait monétisation jusqu'à mes 100 000 abonnés. D'accord, ah oui. Ouais. Après 100 000 abonnés, j'ai commencé à monétiser parce que c'est un peu chiant de voir une vidéo, je sais pas, comme avec les publicités et tout. Ah oui. Après, à ce moment-là, j'ai quitté le travail. À ce moment-là, le service d'appartement sanitaire médical. Du coup, juste à ce moment-là, je crois que j'ai monétisé mon vidéo et que je pensais pas au début que la vidéo marcherait comme ça. Ok. Donc, du coup, on remarque qu'à un moment, tu as commencé à faire de 3 petits sponsors également. Mm. Tu as eu des demandes un peu cheloues, on va pas se mentir. Tu avais dit en vidéo que tu avais des demandes de sponsorisation un peu bizarres quand même. Genre des Daikimakura un peu limite. Ah, il y a des sponsors. Il y a des sponsors qui n'ont rien à voir avec site de rencontre et tout, ça m'est arrivé. Et du coup, ce genre de... J'ai pas forcément refusé, mais je dis, dans ce cas, une limite, c'est 100 000 €, un truc comme ça. Ok. Je blague. Après, ils pensent que, ce mec s'est foutu de moi et qu'en fait, il refuse. Et il dit, ok, bah, bonne journée. Oh, terrible. Si, il y a des gens qui m'ont proposé un partenariat et qui n'ont rien à voir avec le Japon et qui veulent juste, je sais pas. Peut-être ta notoriété. Après, si la négociation qui est pas très ouf, tu vois, il essaie de vraiment essayer de me convaincre moins cher possible, bah, je dis parfois, dans ce cas-là, c'est 50 000 €, ça me va et tout. Faut juste pour comme ça, pour chier. Et comme ça, ils t'embêtent plus. Oui, il parle plus. C'est une manière polie de refuser, hein, j'ai envie de dire. Mais, bah, en fait, c'est mal, ils sont adressés la parole poliment, en fait, je réponds bien sûr. Mais il y a des gens partenariats qui me demandent, hey, tu peux faire ça, et tout, comme ça, un peu plus abusé, donc je réponds comme ça. Voilà, c'est la fin de cette interview vidéo. Merci à toi Tokyo Nojo d'avoir participé à cette interview et d'avoir pris de ton temps pour nous répondre à nos questions. Bah, merci à vous, votre équipe, c'est super cool. Hein. Avec plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tokyo Nojo, elle est juste là, en description, promis. Et à la chaîne de Studio GM Production, elle nous soutiendra énormément. Allez, Salut.